Santé, prévoyance, épargne, retraite. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Avec la sécheresse, elle concerne notamment notre région avec un déficit important de pluie. Résultat, l'herbe se fait rare et la situation devient critique pour les agriculteurs. Dans certains endroits, les vaches n'ont quasiment plus rien pour se nourrir et il faut puiser dans les stocks de foin de l'hiver. Illustration dans ce journal en Savoie. C'était une expérience unique en France, la mise en place en 2012 de radars détecteurs d'animaux sauvages. Ils ont été installés sur différents sites en Isère. Ils incitent les automobilistes à ralentir en cas de passage d'animaux. 4 ans après leur installation, nous dresserons un premier bilan de ces radars. Châtelain et collectionneur acharné, mais aussi artiste peintre, Marc Prière est une figure peu banale de la sauvegarde du patrimoine. Son château de Montfeury, dans l'avant-pays savoyard, abrite toutes sortes d'objets anciens aux univers très différents. Là-bas, une collection d'armes côtoie une collection de vélos, une collection de poteries, des trésors accumulés depuis 70 ans. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale, dont voici les principaux titres. Une baisse d'impôt d'1 milliard en 2017, le chiffre se précise. Reste à savoir qui sera concerné. Les dernières pistes avant l'annonce officielle jeudi. Depuis le début du quinquennat, l'impôt des ménages a augmenté de 35 milliards d'euros. Et puis, mieux respirer à la maison grâce à des purificateurs d'air. Pour quelques centaines d'euros, ils peuvent changer le quotidien des personnes allergiques. On vous dira tout. Les mois de juillet et d'août ont battu des records de chaleur et je vous le disais à l'instant, cette météo caniculaire a un impact important sur l'agriculture. Dans certains secteurs de plaine, le bétail, par exemple, souffre beaucoup de la sécheresse. Reportage Bernard Portugal avec Frédéric Pasquette. Dans son exploitation sur les hauteurs de la Motte-Servolex, Daniel Bonfils élève une cinquantaine de vaches laitières. Après les chaleurs records enregistrées ces 2 derniers mois, le stock d'herbe sur ces 60 hectares de pâture est au plus bas. Une sécheresse à l'automne, moi, après 20 ans, j'en ai jamais vu. L'herbe a disparu des pâturages, a fondu. Et j'ai pour 10 jours de pâture pour les vaches laitières. Et puis ensuite, on va attaquer les stocks d'hiver. Ici, tout près du lac du Bourget, la dernière grosse chute de pluie date du 22 juillet. Au mois d'août, les températures ont dépassé souvent les 30 degrés et les sols se sont donc irrémédiablement asséchés. Voilà, vous voyez là, comme l'herbe est sèche là, comme elle est sèche là, il nous faut au moins 70 mm d'eau pour qu'elle verdisse et qu'elle reparte en végétation. Et cette herbe de moins bonne qualité a des conséquences directes sur le bétail. En cette période de canicule, les vaches peuvent subir une baisse de 10 à 20% de leur production de lait. Au lieu de faire 25 litres, elles font plus que 20 litres. Voilà, en gros, pour l'écart. Voilà, elles démarrent moins fort, donc ça veut dire que cet hiver, il y aura beaucoup moins de lait que d'habitude. Inquiets, les agriculteurs scrutent désormais le ciel, mais aucune précipitation importante n'est prévue d'ici au 15 septembre. Une nouvelle qui sonne sans doute le glas de la période de pâturage pour cette saison. Quant à Daniel Bonfils, il envisage d'ores et déjà d'acheter 25 tonnes de foin supplémentaires afin de pouvoir nourrir ses vaches jusqu'au printemps prochain. Et autre conséquence de cette sécheresse, c'est le risque d'incendie dans le sud, un risque renforcé par la présence du vent. Dans notre région, le département de la Drôme est menacé. Alors la préfecture a déclenché un plan visant à prévenir les feux de forêt. Ce plan regroupe différentes mesures que nous détaillent Marie et Moulouda Issou. Prendre position au pied du Vercors, au plus près des massifs forestiers à protéger. 18 pompiers dans ce groupe d'intervention feu de forêt. Jusqu'à la fin de la journée, ils sont en alerte à un déploiement préventif. Au moindre départ de feu, ils seront mobilisés. Conducteur, ensuite vous démarrez vos engins et je vous donne l'ouverture de l'eau sur ordre. Pour tromper l'attente, répétition des procédures d'autoprotection. On essaie, parce que le préventif est dehors de 13h à 19h, d'agrémenter l'après-midi par des manœuvres comme celles que l'on vient de faire, pour entretenir les acquis des personnels, contrôler l'efficacité des matériels et puis aussi stimuler les personnels qui en ont bien besoin parce que les conditions ne sont pas toujours faciles, il peut faire chaud. Partout, des buis grillés, une végétation desséchée par le soleil et le vent.
Des rafales à 70 km/h sont attendues dans la Drôme, une météo qui aggrave le risque d'incendie resté jusque-là modéré. Dans la vallée du Rhône, la carte de vigilance a viré à l'orange, risque sévère du nord du département jusqu'à Montélimar. On a tous les massifs des baronnies et du Nuancé qui sont également classés en risque sévère. Donc ce sont des risques qui sont plutôt inhabituels dans le département. 2 groupes d'intervention sont prépositionnés sur des secteurs à risque. Un autre est rapidement mobilisable. Avec ces conditions exceptionnelles, chaque minute compte. On observe effectivement que la végétation devient de plus en plus sèche, devient de plus en plus disponible au feu. Un simple mégot de cigarette qui peut être jeté par une fenêtre de voiture suffit. L'incandescence du mégot suffit pour déclencher l'incendie. Alors pour l'heure, l'accès au massif forestier n'est pas interdit, mais la vigilance est maximum. L'hélico bombardier d'eau des pompiers est prêt à décoller à tout instant. La jeune fille Rome, grièvement électrocutée hier à Grenoble, est toujours hospitalisée dans un état grave. L'accident s'est produit dans un squat situé rue des Alliés. La jeune fille s'est électrocutée alors qu'elle se lavait dans une bassine. Un fil électrique accidentellement tombé dans l'eau serait à l'origine du drame. Justice, la Cour d'appel de Grenoble dira le 4 octobre prochain si oui ou non elle accepte d'instruire à nouveau le dossier concernant 3 sœurs fauchées en pleine nuit sur la 7 en mars 2012. Le drame s'est passé entre Drôme et Vaucluse. Selon la famille, il y a eu non-assistance à personne en danger. Rappel des faits avec Sophie Valzecchi. L'accident s'est produit le 17 mars 2012 sur l'autoroute A7, au point kilométrique 140 à la limite des départements du Vaucluse et de la Drôme. Victorine, 19 ans, et ses 2 sœurs, âgées de 13 et 12 ans, ont été fauchées par une voiture alors qu'elles tentaient de traverser les voies. Originaires de Marseille, les jeunes filles voulaient rejoindre la cité phocéenne. Elles revenaient de Lyon, où elles avaient pris un TER à la gare de la Pardieu. Voyageant sans argent et sans billets, elles ont dû descendre à Pierre-Latte à la demande du contrôleur SNCF. Selon des vidéos de surveillance, elles auraient rejoint le péage de Bolène à bord d'une voiture. Des caméras montrent le trio entrant sur l'autoroute. Quelques minutes avant l'accident, les jeunes filles ont été interceptées par un patrouilleur de la société d'autoroute sur la bande d'arrêt d'urgence. Il leur a demandé d'attendre les gendarmes. Les 3 sœurs se sont alors enfuies. Au lendemain du drame, la famille avait porté plainte pour non-assistance à personne en danger. En janvier dernier, le tribunal de Valence a prononcé un non-lieu, mais la famille a fait appel. Leur avocate, ce matin, a demandé à la Cour d'appel de Grenoble de reprendre l'instruction. La justice rendra sa décision le 4 octobre prochain. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Des peines allant jusqu'à 3 ans de prison ont été prononcées aujourd'hui à Paris à l'encontre des cols rouges, les Savoyards de Drouot. Les cols rouges, ce sont ces déménageurs des objets d'art destinés à être vendus à Drouot. Ils étaient poursuivis dans une vaste affaire de vol. Article complet sur notre site alpes.france3.fr. À Grenoble, les parents d'élèves de l'école du Jardin de Ville sont inquiets. Une des 3 classes de l'école maternelle devrait fermer aujourd'hui faute d'effectifs. 12 enfants seulement ont été inscrits cette année en petite section, mais l'école accueille d'autres enfants en cours d'année. Le reportage de Jean-Christophe Soulary avec Didier Albrand. C'est une rentrée tourmentée pour les parents d'élèves de l'école maternelle du Jardin de Ville. Ils ignoraient ce matin comment leurs enfants allaient passer leur année scolaire. 12 élèves de petite section ont été enregistrés jeudi dernier, trop peu pour l'inspection académique qui envisage de regrouper cette classe avec 2 autres classes de l'établissement. Malheureusement, les dérogations n'ont pas été prises en compte et donc ils ont décidé de peut-être fermer une classe. On aura la décision aujourd'hui. Et donc ça ferait des effectifs de combien ? A priori de 28 élèves par classe, sachant que l'école, il y a de la place pour 3 classes, il y a 3 institutrices. Voilà, on trouve ça un petit peu dommage. Une situation intenable pour les parents d'élèves qui savent que d'autres élèves arrivent en cours d'année. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent en décembre, en janvier. Il y a aussi des inscriptions qui se font en cours d'année pour les petits qui sont nés en janvier de l'année d'avant, qui ont donc 2 ans et demi. Et pour eux, l'entrée à 2 ans et demi à l'école se fait beaucoup plus simplement dans une classe à 19 que dans une classe à 30. Un établissement où sont scolarisés les enfants hébergés dans un foyer d'accueil tout proche, ainsi que des enfants roms, mais aussi les enfants de forains lors de la foire des rameaux. C'est des enfants qui ont des besoins particuliers, donc sous des petits effectifs c'est gérable, mais sur des grands effectifs c'est vraiment pas gérable. Pas du tout. Pas du tout. Alors en désespoir de cause, les parents d'élèves ont fait le siège de l'inspection académique toute la matinée, mais les délibérations du comité spécial technique départemental sont tombées dans l'après-midi. La fermeture de la petite section est confirmée.
Et rentrée mouvementée aussi dans le lycée Roger Deschaux de Sassenage en Isère, où des élèves attendent toujours de pouvoir attaquer leur année scolaire. En cause, le retard accumulé dans la construction de nouveaux ateliers. L'immense majorité des enseignants a refusé d'assurer la rentrée, estimant que les conditions de sécurité n'étaient pas garanties. Damien Borelli avec Dominique Bourget. Ce matin encore, peu d'élèves ont repris le chemin du lycée Deschaux. Seule une poignée d'étudiants de BTS en alternance font acte de présence. Devant les grilles de cet établissement spécialisé dans les formations du bâtiment, un panneau décrit les étapes de construction de nouveaux ateliers. Un vaste chantier dont la livraison était prévue fin 2015. Mais les travaux ont pris du retard et le bâtiment de 12 500 m² n'est toujours pas opérationnel pour accueillir les élèves. Quand on est arrivé jeudi dernier, rien n'avait été installé. Donc pour l'instant, les profs sont en train d'installer les machines, les ordis pour qu'on puisse travailler dans les meilleures conditions dès jeudi. Ça me paraît normal qu'il y ait du retard sur un chantier comme ça, parce que concrètement, après avoir fait du bâtiment, on sait que sur tous les chantiers, en général, il y a du retard, que ce soit une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Et c'est des bâtiments qui sont beaucoup moins imposants et moins importants que celui-là. Malgré la pression du rectorat, la grande majorité des enseignants refusent pour l'instant de reprendre les cours, mettant en avant le principe de précaution. Pour eux, la sécurité des élèves n'est toujours pas garantie. Notre souci principal est d'accueillir des futurs professionnels des métiers du bâtiment dans des conditions qui sont dignes de professionnels et dans des locaux neufs, agréables et utiles. Le problème, c'est qu'ici, là, on est face à cette situation où les maçons ne peuvent pas faire de béton, les plombiers ne peuvent pas souder. On a une situation qui est clairement pas favorable pour l'accueil de nos élèves, de futurs professionnels des métiers du bâtiment. S'il y a des ateliers où, en effet, il pouvait se poser des questions en termes de sécurité, je parle des enseignants, rappelons qu'il y a des enseignants d'enseignement général et des enseignements techniques et professionnels aussi qui sont théoriques et qui peuvent se passer dans des cours, dans des salles banalisées, pas dans les ateliers. Donc là, il n'y a aucune raison de ne pas accueillir les élèves. Il n'y avait aucune raison de ne pas accueillir les élèves. L'ouverture des nouveaux ateliers ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines. Les enseignants se retrouveront demain en assemblée générale pour décider ou non de la reprise des cours. Comment protéger les animaux sauvages qui parfois traversent nos routes ? Comment assurer la sécurité des automobilistes ? Eh bien, des radars spéciaux ont été mis en place en Isère. Ils permettent de détecter les animaux et alerter l'automobiliste afin qu'il ralentisse. Cette expérience unique en France avait été lancée il y a 4 ans. Aujourd'hui, l'heure est au premier bilan. Agnès Diard, Yves-Marie Glos. C'est excellent. Ça fait penser, ça rappelle aux gens de faire attention, de ralentir. Quelquefois, il fonctionne, mais je ne suis pas sûre que ça soit à bon escient, en fait. On a l'impression quand même que ça a coûté très très cher et on n'est pas sûr qu'il y ait beaucoup d'animaux qui soient passés. Ces radars détecteurs de faune ont été installés il y a 4 ans le long de la départementale 1090 à Bernin, premier site d'implantation en Isère. Quand ils détectent la présence d'un animal sauvage, l'affichage des panneaux de signalisation devient alors lumineux pour inciter les conducteurs à lever le pied. C'est un site qui peut être particulièrement accidentogène, surtout qu'on a vraiment des bois de part et d'autre qui peuvent amener la faune à traverser, à se rapprocher de la route. Et sur ce site-là, entre 2013 et 2014, on a eu 520 détections avec 420 véritablement des traversées d'animaux qui ont été vraiment vérifiées en fait. On ne voit pas bien ce que c'est parce que c'est un petit animal qui se faufile dans les broussailles. Lièvres, renards, sangliers ou grands cervidés, sur les 7 dispositifs installés en Isère, près de 3000 traversées d'animaux ont été enregistrées sur un an. Le problème, c'est que les radars détectent aussi l'activité humaine. Résultat, les panneaux signalant un danger s'éclairaient de façon intempestive. On a pris la décision, au regard de l'analyse effectivement des passages animaliers, de ne mettre en place les alarmes à l'usager que 1 heure avant le coucher du soleil jusqu'à 1 heure après le lever du soleil le lendemain matin, où on a vraiment 95% des passages d'animaux sauvages. Dans le secteur de la Buisse, le nombre d'accidents dus au passage de la faune sauvage serait passé d'une trentaine à moins de 5 par an. Du coup, l'Isère a pour projet d'équiper 4 nouveaux sites dans la Bièvre. Les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie se sont aussi montrés intéressés par le système.
La doyenne des Français s'est éteinte dimanche en Isère à Échirolles. Elisabeth Collot avait 113 ans. Elle les avait fêtés le 21 juin dernier. Et depuis le 1er juillet, elle portait donc ce titre de doyenne des Français. Elisabeth Collot a eu 6 enfants, 11 petits-enfants, 24 arrière-petits-enfants et 5 arrière-arrière-petits-enfants. Elle est morte dans son sommeil entourée de sa famille chez elle, donc à Échirolles en Isère. On pensait que les pistes cyclables faisaient l'unanimité en Haute-Savoie. La voie verte du Tour du lac d'Annecy, en cours d'aménagement, suscite des critiques des riverains. Trop coûteuse, trop large et pas assez sécurisée. Certains habitants se mobilisent contre le choix des élus qui défendent bec et ongles leur projet. Ariane Combe-Savary et Christian Mathieu. À l'entrée du village de Verrier-du-Lac, de nouveaux travaux viennent tout juste de commencer. Il faudra 21 mois pour réaliser 750 mètres de pistes cyclables. Un chantier colossal de plus de 4 millions d'euros que ces riverains critiquent vivement. C'est une incurie totale. C'est 4,7 millions dépensés pour faire 750 mètres inutilement. Alors ils étaient budgétés à 2,2 millions en 2013. Donc il y a quand même, si vous voulez, un peu plus de 100% d'augmentation, 113%. Donc on ne comprend pas les dérapages financiers, les dérapages dimensionnels et les dérapages de conception. Depuis 5 ans, le conseil départemental de la Haute-Savoie et le syndicat du lac d'Annecy aménagent une voie verte sur la rive est du lac. Des travaux en plusieurs tronçons. Si le chantier est si coûteux, affirme le maître d'ouvrage, c'est que le terrain est pentu. Il faudra plusieurs ouvrages d'art. Je ne sais pas si c'est la folie des grandeurs, mais moi ce que je regarde aujourd'hui, c'est l'intérêt du département et l'intérêt général dans cette opération. Où voulez-vous faire passer les cyclistes aujourd'hui? Il faut les sécuriser, on n'a pas le choix. Jusqu'à présent, les cyclistes, nombreux, cohabitent difficilement avec les voitures. Et disons que la route est dangereuse ici. Avec la circulation continue qu'il y a, c'est très dangereux pour les cyclistes. Je suis content que les travaux se fassent. Les plus prudents empruntent depuis longtemps déjà les routes secondaires avant de rejoindre les portions aménagées, très appréciées des cyclotouristes. C'est sécurisant de ne pas être sur la route, surtout que ça roule quand même assez vite ici et c'est quand même une route très sinueuse. Ouais. Donc ouais, pour nous c'est super. Au total, les 15 km de pistes cyclables coûteront 30 millions d'euros, avec un objectif d'ici 2020, boucler le tour du lac à vélo. Si vous êtes fidèle à France 3 Alpes, et je n'en doute pas un instant, vous demandez sûrement si la nouvelle saison qui s'annonce s'accompagne de changements dans les programmes. Et bien, pour en savoir plus, André Faucon m'a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué régional France 3 en Rhône-Alpes. Alors, les programmes ont justement été dévoilés ce matin lors d'une conférence de presse à Grenoble. Et depuis hier, la matinale est diffusée sur le territoire de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette ouverture aux nouvelles frontières de la région, c'est un des marqueurs de cette rentrée, André Faucon. Oui, parce qu'en fait, on veut ouvrir la fenêtre sur la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes et donc à travers l'émission matinale du matin qui a débuté hier, effectivement, l'idée c'est de permettre aux Rhône-Alpins de découvrir l'Auvergne et aux Auvergnats de découvrir Rhône-Alpes, donc des duplex évidemment depuis les Alpes, depuis l'Auvergne, depuis Lyon et puis des reportages, des invités qui nous permettent de découvrir la région. Alors on ouvre effectivement Auvergne-Rhône-Alpes à la fois sur Oram, sur Auvergne-Rhône-Alpes matin, mais également sur Enquête de région, le magazine que vous connaissez bien, et puis aussi sur la politique, avec Dimanche en politique. Le premier invité dimanche à 11h30, ce sera Laurent Wauquiez, le patron de la nouvelle région. Mais évidemment, on maintient ce qui fait notre force, notre vitalité, c'est la proximité. Donc les Alpes sur un plateau, avec Valérie Chastolan une fois par mois, le samedi à 11h30. Et puis bien sûr, toutes les opérations autour des événements qu'on aime bien, comme la foire de Beaucroissant le week-end prochain, ou évidemment les grands événements comme la Grande Odyssée. Et puis l'actu, évidemment, avec un journal du samedi midi, par exemple, renforcé, rallongé. France 3 qui a décidé de renforcer la présence des régions dans ces magazines. Oui, à la fois les magazines nationaux qui sont évidemment fabriqués par les régions et qui parlent des régions, et puis les régions qui participent à ces magazines nationaux. Alors par exemple, une nouvelle marque à partir du week-end prochain, les Nouveaux Nomades, avec des extraits des meilleurs magazines régionaux. Ce sera le samedi à 12h57. Et puis Goûtez voir le samedi à 11h30 et Chronique d'en haut le dimanche à 12h55. Ça ne bouge pas, mais avec un ton renouvelé, un peu plus drôle pour tout dire. Et toujours des documentaires qu'on ne voit pas ailleurs. Oui, c'est important de raconter aussi notre actualité, notre manière de vivre avec un regard un peu plus différent que ce qu'on peut avoir dans l'actu ou les émissions. Et notamment deux documentaires qui ont été tournés ici dans la région.
engagés. Après les attentats 2015, on a voulu savoir comment pourquoi les jeunes se mobilisaient autant et voulaient entrer dans l'armée. Et c'est deux collaborateurs de France 3 Alpes qui réalisent ce documentaire, Maxime Kemener et Jordan Guéant. Et puis un autre documentaire, j'allais dire un peu plus anecdotique, mais sur le déneigement des routes enneigées l'hiver. Ce sont des sujets dont on parle dans le JT. Mais là, on prendra le temps de voir de l'intérieur des cabines et de ressentir l'angoisse quelquefois des habitants. Et vous verrez, c'est assez sympa. Ce sera au mois de décembre. Ça donne envie. Merci beaucoup, André Faucon. On change totalement de sujet et d'univers avec le portrait d'un collectionneur complètement atypique. Dans son château de Montfleury, en Savoie, Marc Prière collectionne, vous allez le voir, tout type d'objets. Reportage Xavier Schmitt, Jean-Pierre Rivet. Il est propriétaire du château de Montfleury depuis 1971. Marc Prière a entièrement restauré cette place forte savoyarde du XIIIe siècle, remaniée au XVIe et XIXe. Son château est le théâtre d'une passion dévorante, collectionner. L'histoire militaire se taille une bonne place, de l'Antiquité à la Renaissance. Voici des casques savoyards. Donc vous voyez, tête de martien. Ça fait un peu anticipation, c'est magnifique. Bon, bien sûr, taper dans la ferraille. Alors les casques entre 1 et 2 kilos en moyenne, mais il y a eu 10, 12, 15, 18 kilos, etc. Ce qui est assez invraisemblable. Toutes les salles du château sont envahies par ces collections. Des milliers d'objets anciens, dont beaucoup de pièces rares. De quoi remonter le temps. 4000 ans d'armement jusqu'au XVIIIe siècle. Comme ce pistolet qui aurait appartenu à Mandrin, le fameux contrebandier dauphinois. Quand on appuie sur la queue détente, le chien vient percuter la batterie. Les étincelles tombent dans le bassinet, la poudre prend feu et la charge part. Le châtelain est d'une curiosité sans limite pour les vestiges du passé. Sans oublier ses prédécesseurs au château, surtout la baronne Alberte de Rubempré. Elle collectionnait les amants célèbres, comme l'écrivain Stendhal. Sa fille s'est mariée au comte de Luzernat. Ça a été la dernière aristocratie qui a vécu ici, jusqu'en 1893. Après le mobilier d'époque, de Savoie ou d'ailleurs, nouvelle surprise. Toute la saga du vélo depuis ses origines. Encore des trésors accumulés depuis bientôt 70 ans. Qu'est-ce que c'est qu'un collectionneur? C'est quelqu'un qui est passionné par différents objets d'une collection, mais ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il va avoir après. Une fois qu'il a l'objet, il ne l'intéresse plus, donc il est toujours à la recherche de quelque chose, puis de comprendre l'histoire de l'objet. Et donc un collectionneur, il ne s'arrête jamais jusqu'à sa mort. Collectionneur insatiable, Marc Prière est aussi artiste-peintre. Éternel chercheur là aussi, il donne une âme au château de Montfleury. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo suivie de votre édition nationale. Demain, à midi, vous retrouverez Daniel Despins pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Je serai là demain à 19h. Passez une excellente soirée et à demain.